Salut les futurs entrepreneurs. Aujourd'hui, je vous parle donc du chapitre 3 de GTD qui s'intitule Mettre en route des projets, les étapes de la planification de projet. Alors, il rentre dans le cœur de l'organisation de cas de projets complexes. Donc, il commence par quoi? Il commence par distinguer deux notions d'approche de gestion de projet qu'il appelle approche horizontale versus approche verticale. Donc, l'approche horizontale, c'est vous faites des listes de projets avec quelques actions et quelques objectifs et vous organisez ça de manière plus ou moins intuitive, on va dire. Pas de planification, pas une organisation stricte de votre projet. Et il pense que c'est adapté à beaucoup de projets simples qui peuvent avancer sans avoir une grosse organisation. Et ensuite, il parle de l'approche verticale, c'est-à-dire où vous commencez par en haut par organiser toutes les tâches et après elles sont toutes exécutées et vous planifiez bien ça et vous organisez bien ça. Pour lui, c'est hors sujet de parler de l'approche verticale. Il vous propose de l'approfondir ailleurs, de suivre des formations universitaires, des choses comme ça. Bon, moi, je vous rajouterai qu'il existe des formateurs en gestion de projet. J'en suis un. Donc, vous pouvez aller voir ce genre de personnes. Pour lui, c'est hors sujet la planification verticale. Admettons, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ces deux formes d'organisation me paraissent plutôt pertinentes. C'est-à-dire, oui, c'est important de savoir quand organiser un projet de manière légère et quand il faut faire une vraie gestion de projet. Je vous donnerai une piste là-dessus à la fin de la vidéo. Il nous explique comment notre cerveau organise les projets du quotidien. Le but, c'est d'arrêter de penser constamment à des projets ou des situations, mais de laisser s'échapper des idées qui pourraient vous être utiles. Je suis assez d'accord, encore une fois, avec l'objectif. Est-ce qu'il est atteint? On verra ça. Les modèles de planification. Pour lui, le planificateur, là je vous lis, le planificateur le plus compétent du monde est votre cerveau. Vous êtes vous-même une admirable machine à planifier. Vous planifiez les gestes de votre vie quand vous vous habillez, quand vous déjeunez, quand vous faites vos courses ou tout simplement quand vous parlez. Ce processus n'est pas aléatoire. Votre cerveau doit passer par une série d'étapes plutôt complexes avant de déclencher une action. Il en liste 5, définir les raisons, se représenter des résultats, faire du brainstorming. Donc faire du brainstorming, encore une fois, c'est mal traduit, c'est-à-dire faire émerger des idées, j'aurais dit en français, s'organiser et déterminer les premières actions à exécuter. Voilà ce que fait votre cerveau. Après, il donne des exemples, notamment organiser une sortie au restaurant. Bon, je ne vous lis pas ça, hein, lisez le livre, achetez-le. Il y a toujours un lien en description pour l'acheter en me filant quelques centimes. Pour lui, la planification naturelle n'est pas celle qui est habituelle dans les entreprises. Et oui, c'est vrai. Souvent, quand il y a un chef de projet dans une entreprise, il va avoir une organisation verticale où il va organiser de manière assez systématique le projet et pas se calquer sur le fonctionnement du cerveau. Pour lui, c'est pas la bonne méthode pour gérer des projets simples. Je dirais pourquoi pas. Effectivement, un projet simple du type se renseigner sur tel sujet ou écrire une vidéo. Voilà, quand j'écris une vidéo, je ne planifie pas toutes les étapes. Je regarde de quoi j'ai besoin pour cette vidéo. En l'occurrence, si je vous fais une vidéo sur GTD, j'ai besoin de relire le chapitre et puis un petit peu feuilleter le livre pour me rappeler comment c'est intégré dans la structure globale. Prendre des notes, les mettre en forme pour m'aider pendant la lecture à ne pas perdre le fil. Donc je fais des petits points, voilà, je les ai là. Et ensuite, je déroule ma vidéo. C'est comme ça que je suis organisé. Je n'ai pas besoin d'avoir une organisation où j'ai des dates d'enregistrement, etc. Tout bien formalisé. Bon, c'est vrai pour ces projets-là. Comment on sait quand est-ce qu'on doit l'appliquer ou pas? Là, c'est la question. Donc ensuite, il critique tout ce qui est la planification un petit peu prématurée. Pour lui, faire des plannings, c'est souvent mal fait. Et même pire, c'est souvent fait a posteriori. Et ça, c'est très vrai. C'est très vrai. Moi, je le vois aussi bien auprès des étudiants quand j'interviens en université, qu'ils ont des projets à gérer, que dans le cadre professionnel. Donc les étudiants, ils vont faire des diagrammes à la fin, des diagrammes de Gantt, parce qu'on leur a dit de faire un diagramme de Gantt, ils ne savent pas à quoi ça sert, donc ils le font à la fin en disant voilà, j'ai fait ça, 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 et ils prétendent parfois l'avoir fait au début. Bon, voilà. Et dans les entreprises, c'est pareil, il y a des gens qui font des plannings après coup pour dire ah, regardez, je respecte bien mes plannings, parce qu'en fait, personne ne leur a demandé de communiquer les plannings avant. Mais le planning, non, c'est pas ça que ça sert. Un planning, ça vous sert d'aide à l'organisation. Donc, déjà, ça vous sert à organiser le projet, à savoir qui doit travailler sur quoi, quand, pour être dans les clous. Et surtout, ça vous aide à vérifier au quotidien si votre méthode d'organisation est efficace.
Donc, si vous faites le planning à la fin, la réponse est non. Purement et simplement, votre méthode d'organisation n'est pas efficace. Je parle bien des projets complexes toujours. Donc, je vous expliquerai, je vous ferai des vidéos sur la planification, sur le planning et quel est son rôle dans une gestion de projet. Mais gardez à l'esprit que le plus important quand vous gérez des projets, vraiment, donc, soit vous êtes chef de projet et vous gérez les projets des autres comme moi, soit vous êtes chef d'entreprise et vous avez vos propres projets à gérer, ou même dans votre cas personnel, hein, tout le monde a des projets un petit peu complexes à gérer. Vous construisez une baraque, il faut faire une gestion de projet. Donc le plus important dans la gestion de projet, c'est l'amélioration continue. C'est d'être capable d'évaluer en permanence vos pratiques et de les faire évoluer. Donc si le planning vous le faites à la fin, c'est mort, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je suis assez d'accord avec lui. Autant pas faire de planning du tout. Après, moi quand même, pour les projets complexes, je vous conseillerais de faire des plannings. Vous serez beaucoup plus vous soufflerez beaucoup plus, vous serez beaucoup moins stressé si vous avez quand même des plannings parce que vous avez une idée de l'effort à fournir pour arriver à un résultat et si vous êtes dans les clous en termes d'efforts que vous avez déjà fournis et vous aurez vos marges de manœuvre, etc. Et vous éviterez de vous surcharger. Et ça, c'est quelque chose dont il parle peu dans ce bouquin. Il y a un aspect qui est important dans la gestion de votre activité quotidienne pour ne pas faire de burn-out, c'est de bien doser les responsabilités que vous acceptez. C'est plus facile de le faire si vous avez une idée de votre charge de travail future. Donc, un peu de planification. J'ai un avis un peu mitigé. Il faut garder à l'esprit que ce qu'il vous conseille, c'est surtout pour les projets simples. Comment on planifie des projets de manière intuitive selon lui et comment l'appliquer pour la suite? C'est 5 étapes. Et donc, il vous parle des 5 étapes. Je vais vous les mettre ici. L'intention, creuser le pourquoi du projet. Vision et résultat, donc l'objectif chiffré, clair, concis, précis. Le brainstorming, c'est-à-dire on va réfléchir, on va être en phase créative, on va se donner des idées de comment y arriver. L'organisation, mettre en place ces idées-là. Et enfin, les actions qui vont vous permettre d'avancer. Donc, bon, je suis encore une fois assez d'accord avec ces 5 étapes-là. Souvent, on oublie les 2 premières, voire les 3 premières, et c'est super important que ces 3 premières étapes, elles existent. Donc, étape 1, l'intention. L'intention, c'est bien creuser pourquoi on fait ce projet, quelles sont les idées qui sont derrière, et quelles sont les problématiques que c'est censé résoudre. Ça, c'est assez important, effectivement. Des fois, on va se rendre compte qu'un projet n'est pas pertinent quand on va creuser tout ça. Donc, faites-le. Creusez bien pourquoi. Alors, il ne vous explique pas vraiment, il vous donne des exemples. Le pourquoi définit le succès. Voilà, bien définir pourquoi, ça permet de savoir quels seront vos objectifs. C'est l'étape d'après, mais voilà, vous le préparez. Dicte la prise de décision, ça permet de déterminer si oui ou non il faut y aller. Dicte l'utilisation des ressources. Plus le pourquoi est fondamental, plus vous allez mettre d'énergie dessus. Pourquoi pas? Le pourquoi est un facteur de motivation, effectivement. Quand vous savez pourquoi vous faites des choses, vous avez plus envie de les faire. Le pourquoi clarifie la vision d'ensemble, oui. Et le pourquoi élargit les options, ça vous donne plus de clarté. Et donc, vous allez vous en sortir mieux dans les étapes suivantes. Donc oui, bien définir pourquoi on fait les choses, bien se poser, prendre quelques minutes, regarder précisément qu'est-ce qu'on en attend, c'est bien. Après, ça fait un peu un doublon avec la vision d'après, avec l'étape 2, qui est la vision et résultat. Donc oui, c'est important de bien définir, une fois que vous avez défini pourquoi, quels sont vos objectifs. Et donc là, il vous propose de mettre des objectifs bien chiffrés. Il ne vous parle pas des objectifs SMART, mais moi je vous en parle. Donc les objectifs SMART, on fera une vidéo dessus, mais en gros, c'est des objectifs mesurables, atteignables, réalistes, etc. Il vous incite plutôt à être un petit peu ambitieux. Donc Smart++, on va dire. Typiquement, je vais vous donner un exemple concret. Pourquoi j'ai décidé de faire cette chaîne? Moi, j'ai décidé de faire cette chaîne parce que je trouvais que les conseils sur l'entrepreneuriat, il y en avait très peu de bons, qu'il y avait beaucoup de conseils soit qui se focalisaient sur les mauvaises choses, donc pas avec une vision entrepreneuriale, mais avec une vision de quelqu'un d'autre qu'un entrepreneur, ou clairement des conseils de merde qui sont de l'arnaque ou des trucs pseudo-religieux appliqués à la vie quotidienne, vous savez, la pensée positive, ces trucs-là. Voilà, si vous avez envie que des choses arrivent, alors elles vont vous arriver, ce genre de trucs. Non, des fois, il y a des gens, ils ont très envie de certaines choses.
et puis ils finissent sur le trottoir, quoi. Donc non. Voilà, je pense au SDF, mais il y a aussi des gens qui finissent sur le trottoir à faire autre chose. Bref, moi je trouvais que les contenus étaient mauvais, je pensais que je pouvais faire mieux, et donc je me suis dit, vérifions si moi j'aide mieux les gens. Alors j'aurai une petite audience, je ne m'attends pas à avoir autant de vues que les escrocs. Les escrocs, leur spécialité c'est de vendre et pas la mienne, mais j'espère que la qualité des conseils que je vous donne va compenser le fait que je sois pas très bon vendeur. Voilà, peut-être que la première fois que vous verrez une de mes vidéos, bon, ça vous donnera pas forcément envie de vous abonner, mais qu'avec le temps, vous direz quand même, il y a beaucoup d'infos, ça m'intéresse, voilà, et puis vous regarderez des vidéos. D'ailleurs, pas forcément toutes les vidéos, hein. Je vois qu'il y a des abonnés qui regardent pas tout. Bah ouais, évidemment, ça vous intéresse pas, regardez pas. C'est pas plus compliqué que ça. C'est à moi de faire des contenus intéressants. Objectif, ben voilà, quels sont mes objectifs? Ben, il y a un objectif en termes de production de vidéos que je me suis donné là. C'est un premier objectif, avoir suffisamment de vidéos pour bien évaluer la pertinence de continuer. Voilà, ça c'est mon premier objectif, un petit peu fondamental. Si on va une étape plus loin, mon objectif c'est de créer une régularité dans la création de contenu pour pendant au moins 1 an ou 2, créer des contenus tout en acceptant de rien gagner. Voilà, c'est important. Là, je le fais, j'en fais plein parce que je veux cadrer mon intervention. Ça me fait monter en compétence, c'est super. Mon deuxième objectif, c'est donc réussir à produire pendant suffisamment longtemps du contenu en pouvant le faire bénévolement. Et ensuite, plus tard, soit je continuerai parce que je me dis, ouais, le bénévolat au rythme actuel, ça va. Et puis, ça m'apporte, on va dire, suffisamment de satisfaction de faire des vidéos comme ça. Ou soit ça me rapporte de l'argent et donc je fais en mode, voilà. Taux de transformation, je gagne X euros par viewer par exemple parce qu'il y a un petit pourcentage qui m'achète des prestations ou parce qu'il y a de la pub ou parce qu'il y a des liens affiliés ou je sais pas quoi. Et donc ça suffit à justifier que je consacre du temps à ça de manière plus poussée que ce que j'envisage de faire en mode bénévole. Voilà. Et par contre, lui il dit ne pas se mettre de limite. Donc quel serait l'objectif? Il met une phrase, ce serait super si. Ce serait super si j'avais 10 000 abonnés. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, si un jour j'ai 10 000 abonnés, je considérerais que c'est un très bon succès. Je pense que j'aurai quelques centaines, hein, mais si j'ai 10 000 abonnés, là, je considérerais que ça vaut le coup de continuer. Vraiment, en mode bénévole. Et en termes de revenus, ce serait super si... ce serait super si je gagnais 3 000 balles par mois. Voilà, net, avec ça. Celui-là, tout de suite, j'y crois moyen. Mais bon, voilà. Pas de limite, pas de limite. Brainstorming, comment y arriver? Alors, le brainstorming, ça peut être une vidéo à part entière. Il en parle plutôt pas mal, franchement, ce chapitre-là. 4 pages sur le brainstorming, c'est assez bien résumé. Peut-être que quand moi je ferai la vidéo sur le brainstorming, d'ailleurs, je reviendrai sur son résumé et il me servira un petit peu de structure avec d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Bien distinguer les phases de pensée créative et les autres phases de pensée. Donc, la pensée créative, c'est vraiment une phase de votre cerveau où votre cerveau est focalisé là-dessus. Pour être en mode pensée créative, c'est bien de se débarrasser d'un certain nombre de choses, d'éviter les idées préconçues et de ne pas passer dans une phase analytique. Donc, noter des idées, noter des idées, noter des idées. Un des outils qu'il vous propose, c'est le mind mapping. C'est un système de prise de notes. Voilà, vous le voyez. Où vous faites une prise de notes arborescente. Alors souvent on met un sujet au milieu et puis on fait des branches avec les thématiques principales. Et après on peut préciser les thématiques. Et ça c'est assez adapté au brainstorming effectivement. C'est assez adapté au fait de dessiner les différentes idées qu'on a et de les organiser. Voilà, donc moi j'utilise beaucoup de mind mapping. Souvent griffonné sur un papier et après je transfère ça sur un outil logiciel. J'aime bien griffonner encore, hein, je commence à être un petit peu vieux. Donc ouais, le mind mapping, allez-y sans problème. Et après, il vous explique la cognition distribuée, donc comment se débarrasser de ses idées pour garder un esprit créatif. Donc voilà, en les notant. On m'a donné un exemple de ça, j'en discutais avec certains abonnés.
On m'a donné un exemple de ça qui est la pancine de Dumbledore. Donc oui, voilà, pourquoi pas. C'est un peu le principe. On se débarrasse de certaines pensées histoire d'avoir son cerveau déchargé, plus clair. Voilà. Partie 4, organisation. Cette partie, je la trouve pas très bien faite. Alors quand même, il vous donne un schéma rudimentaire d'organisation. Donc déterminer les éléments importants, les trier par composants, par séquence, par priorité, et mettre au point les détails. Ça reste un peu flou, ça manque de concret, ça manque pour moi de gestion de projet, proprement dit. Organiser les éléments, donc pour moi, voilà, ça c'est vraiment un point faible, et d'ailleurs on voit bien, ça fait une page et un tiers, cette partie-là, alors qu'il avait 3 ou 4 pages sur le brainstorming. On voit bien que pour lui, c'est pas le sujet, et pourtant, si vous êtes débutant, c'est très important d'être capable de maîtriser ça. Donc vous avez besoin d'aller chercher l'info ailleurs que dans ce bouquin-là. Et ensuite, les premières actions, même défaut, identifier les premières actions de chaque partie du projet, déléguer éventuellement des parties du projet, mais il ne vous donne pas vraiment de méthode. Il vous dit juste, voilà, faites les premières actions pour y voir plus clair. Ok. Super. Ça ne me fait pas beaucoup avancer. Ensuite, un point, est-ce que vous avez besoin de planifier ou pas le projet? Donc lui, il vous dit quoi? Il vous dit que dans 80% des projets, toujours dans sa définition de la gestion de projet à lui, pour lui, dans 80% des projets, vous n'avez pas besoin de les planifier. Étant donné que sa définition du projet, c'est tout ce qui est plus qu'une étape, oui, c'est vrai. Un truc fait en 2 étapes, vous n'avez pas besoin de le planifier, vous faites la première étape, puis la deuxième. Voilà, super. Donc, typiquement, vous voulez faire une sortie au cinéma, vous avez besoin d'une date, vous avez besoin d'un film, et vous avez besoin de savoir qui vient. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'un planning pour ça, on est d'accord. Et ça, pour lui, c'est un projet. Ensuite, 15% des projets nécessitent simplement un brainstorming, et 5% nécessitent une gestion structurée. Est-ce que ces chiffres sont bons? Je ne sais pas, c'est des moyennes, on s'en fout. Mais le problème, c'est que vous n'expliquez pas comment faire la différence entre ces petits projets qui ne nécessitent pas d'organisation, les projets importants mais où il n'y a pas besoin de planning, et les projets qui nécessitent une gestion structurée. Moi, je vais vous donner un premier élément de réponse, c'est est-ce que vous avez un objectif temporel? Si vous avez une date à laquelle il faut réussir à avoir fait quelque chose, et si ce quelque chose est dans une échelle de temps qui correspond à peu près à votre date, typiquement, vous avez besoin de faire quelque chose dans 6 mois et vous savez que vous avez besoin, par exemple, d'1 mois de travail pour le faire, alors oui, il vous faut une gestion de projet. Il vous faut une organisation. Si vous avez besoin de faire quelque chose dans 6 mois et qu'il vous faut une journée pour le faire, vous n'avez pas besoin de planning, vous avez juste besoin de vous assurer que d'ici là, vous aurez trouvé cette journée. Et en général, si ce projet est important pour vous, vous trouverez bien quelques heures par-ci par-là pour y arriver. Donc cet élément-là, le pourcentage d'occupation de votre temps pour arriver à cet objectif temporel, pour moi, c'est ce qui fait que quelque chose doit être planifié ou pas. Mais ça, lui, il ne vous l'explique pas. C'est moi qui vous l'explique. Voilà. Donc pour moi, c'est un défaut dans son bouquin. Ensuite, voilà, on arrive à la fin du chapitre. Je vous ai donné un peu plus d'infos que ce qu'il y a dedans. Et ensuite, on arrivera à la partie 2, qui sont les pratiques de productivité sans stress, qui pour moi sont le vrai plus de ce bouquin-là. Donc, en conclusion, ce livre, ce n'est pas un bon livre si vous voulez apprendre la gestion de projet. Il part du principe que vous connaissez déjà la gestion de projet. Si vous êtes débutant, oui, vous pouvez lire ce livre, mais attention, gardez à l'esprit que vous aurez besoin aussi d'apprendre à organiser des projets. Ça, c'est très utile pour organiser votre activité quotidienne. Pour les petits projets, l'approche intuitive, pour moi, ça fonctionne bien. Quand je dis petit projet, ça peut être un projet important pour vous, mais qui est dans très longtemps. Les petits projets en termes d'occupation de votre temps quotidien ou hebdomadaire. Et c'est vrai que pour certaines personnes, dont moi, les petits projets, c'est la majorité du temps hebdomadaire. Donc si les petits projets, c'est la majorité de votre temps, alors ce livre va beaucoup vous aider. Si les gros projets, c'est la majorité de votre temps, alors il va vous falloir apprendre la gestion de projet. L'approche intuitive versus structurée, c'est important de savoir quand appliquer l'une ou l'autre, et c'est bien de savoir que les deux sont possibles, que les deux sont acceptables. L'approche intuitive, ça peut marcher très bien dans certains cas. Par contre, il va vous falloir de l'expérience pour savoir faire la distinction entre les deux. Et c'est là où je trouve que
que son bouquin manque un peu d'application concrète. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié mon avis sur ce bouquin et mon expérience, mettez-moi un pouce bleu. Si vous pensez que d'autres vidéos comme ça vous intéresseront à l'avenir, abonnez-vous. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée.